Ben, ça tombe bien parce que dans le fond, j'ai beaucoup d'exercices que lui avait montré en classe sur ces thèmes-là. Puis ben, ce prof-là, il utilise souvent les mêmes exercices, des exercices similaires. Fait que ça devrait être représentatif de qu'est-ce que tu vas avoir à l'examen. Ok. Fait que dans le fond, Joël, nous, quand il nous enseignait le cours sur ces chapitres-là, quand il nous parlait d'immobilisation corporelle, il y a plusieurs choses importantes à se rappeler. Comme, en 22-40, c'est sûr que vous n'allez pas aller super en détail, mais il y a des choses qui sont importantes à savoir. Premièrement, il y a des coups que quand tu achètes, mettons, un IMO corporel, qui vont faire augmenter davantage le coût de l'IMO. Puis je sais pas si il vous en a parlé. Dans le fond, c'est les coûts qui s'appellent capitalisables ou incorporables. Moi, les coûts qu'on doit ajouter dans son coût d'achat, ça Oui, peut être un peu comme les frais d'avocat, etc., etc. oui, exactement. Ok. Fait que ça, tu comprenais bien ce concept-là. Ok, Ouais. parfait. Les frais de douane, les frais d'installation, bref, des trucs de même. Ouais, c'est ça. Puis un bon truc, en 62-40, dans le fond, c'est quoi la règle générale pour savoir si un coût doit faire augmenter le coût d'achat d'un IMO? Mais dans le fond, c'est tous les coûts qui sont engagés avant d'acheter l'IMO qui vont permettre de l'amener l'IMO à l'endroit qui est voulu. Fait que si, mettons, comme tu disais, les frais de douane, ben si tu achètes, mettons, un IMO qui vient d'ailleurs, puis qu'il faut que tu le transportes, mettons, un équipement que tu fais venir des États-Unis, ben, vu que tu es obligé de payer les douanes, ben, vu que c'est un coût qui est obligatoire pour l'amener à l'endroit voulu, pour l'amener chez toi au Canada, les frais de douane, ben, il ferait augmenter le coût qu'on mettrait au débit dans le compte de l'EMO. Fait que c'est ça. Fait que ça, puis aussi, dans le fond, il y a deux choses qui peuvent faire augmenter le montant que tu as débité dans le compte de ton immeuble. C'est tous les coûts qui permettent d'amener l'immobilisation à l'endroit qui est voulu, par exemple les frais de douane pour l'amener dans ton entrepôt, ton magasin au Canada, puis aussi tous les coûts euh, qui sont engagés avant que ton actif soit prêt à être utilisé, qui vont permettre à ton actif d'être utilisé de la manière qui est prévue. Comme si par exemple tu achètes un équipement, ben si mettons, faut que tu installes une mise à jour sur l'équipement ou peu importe, mettons, je sais pas moi, du matériel informatique, puis que c'est obligatoire que tu installes ou que tu engages ces coûts-là pour que ton actif, ton IMO, puisse être utilisé de la façon prévue, ben ça va faire augmenter le coût. Fait que tout ça, c'est. T'avais pas de questions à ce niveau-là. Non, ça c'était clair. Ok, super. Puis le deuxième élément qui est le plus important à propos des immobilisations corporelles, c'est qu'en 2240, on utilise le référentiel IFRS. Puis avec le IFRS, il y a deux façons qu'on va pouvoir évaluer subséquemment l'immobilisation corporelle. Il y a la méthode modèle du coût, puis la méthode modèle réévaluation à la juste valeur. C'est ça que tu me parlais tantôt. Ouais, c'est juste que je comprends pas exactement c'est quoi ça. Ouais, il est un peu plus difficile, ça. On va mettre un peu plus d'emphase là-dessus tantôt, si tu veux. Super. Fait que ça, c'est en résumé pour les IMO. Puis là, tu m'avais dit aussi les subventions, échanges d'IMO. Ok. Ouais, échange, immobilisation. Je pense que la partie aussi, la valeur nette aussi. Le calcul de la valeur nette. La valeur nette de réalisation. Ah, c'est la valeur de réalisation. Ok, c'est bon. Euh, Ben, à moins que tu parles de la valeur résiduelle. ouais, je pense que c'est ça. Valeur Ok. résiduelle. Ok, parfait. Par Fait. exemple, quand tu reçois une subvention, la subvention, il y a un actif qui Oui. vaut une mobilisation, Oui. le remboursement de la subvention aussi. Donc, c'est vraiment ce genre de choses qu'on va regarder. Ok, parfait. Fait que je te donne le choix. Est-ce que t'aimes mieux qu'on commence avec la réévaluation ou t'aimes mieux commencer avec les subventions? Je pense que j'aime mieux la réévaluation. Ouais, ok, parfait. Puis c'est un sujet qui est plus questionné à l'examen, fait que assez prioritaire. Ouais, Puis aussi, à propos, mettons, des méthodes d'amortissement, est-ce que tu étais correct avec ça? Est-ce que oui, les tu les méthodes comprends bien? d'amortissement. Ouais, je les comprends super bien. Ok, super. Fait que dans le fond, On prend, pour les immobilisations, est-ce qu'on prend la durée de vie utile ou la durée de vie du produit? Ça me mélange aussi un peu. Parce que je sais que dans mon cours de 12-40, on prenait la durée de vie. Mais là, en 22-40, c'est la durée de vie utile, utile aussi.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, ici, qu'est-ce qui est marqué en haut à gauche? Tu as la durée de vie totale. Ça, c'est celle que tu parles de 12,40. Puis la durée de vie utile, que, ben dans le fond, à partir de 22,40, ça va être vraiment la durée de vie utile qui va être utilisée pour amortir. Puis c'est quoi, dans le fond, la différence? C'est que, mettons, tu as un équipement que, mettons, n'importe qui, une entreprise, après l'utiliser pendant 25 ans au maximum, puis après 25 ans, ça ne vaudrait plus rien, il faudrait le jeter aux poubelles. Puis la différence avec la durée de vie utile puis la durée de vie totale, c'est que la durée de vie totale, c'est vraiment comme la vraie vie totale mettons, ton IMO. Puis, mettons, après 25 ans, même si tu voudrais l'utiliser, c'est impossible, il est brisé, mettons. Puis la différence avec la durée de vie utile, c'est, dans le fond, la durée de vie utile, c'est combien d'années que l'entreprise veut utiliser cet équipement-là, cette immobilisation-là. Fait que si, mettons, l'équipement pourrait être utilisé au maximum pendant 25 ans, ça c'est la durée de vie totale, mais l'entreprise, elle, a dit que après 15 ans, mettons, elle pense que, mettons, l'efficacité de l'équipement va être commencer à être moins intéressante, tout ça, fait qu'elle va soit s'en débarrasser, le vendre, etc. Fait que la durée de vie totale, c'est vraiment combien de temps, combien d'années que l'entreprise va l'utiliser. Puis c'est ça. Vu que c'est l'information par rapport à l'entreprise, on va prendre cette donnée-là, vu que l'entreprise veut l'utiliser 15 ans, ben on va prendre la durée qu'elle va l'utiliser. Puis ça arrive parfois que la durée de vie totale soit égale à la durée de vie utile, mais normalement la durée de vie utile va être plus basse. Ok, ok. Ça, c'est parfait. Puis, il parlait aussi de justement quand l'entreprise met une durée de victime, puis Ouais. à un moment donné, durant la période, ben, il se passe quelque chose, puis, ben, comme, je sais pas comment l'expliquer, mais comme, c'est pas que c'est brisé, mais comme c'est plus utilisable, puis après ça, on fait quoi avec le reste ben, le reste d'années qui reste? Je sais pas si tu comprends Euh, comme. ouais, je comprends la question. Fait que dans le fond, ça, dans le fond, c'est une situation qu'on dirait que ce serait une dépréciation. Ça veut dire que parce que dans le fond, l'amortissement, c'est juste, mettons, tu divises, mettons, la valeur comptable moins la valeur résiduelle sur la durée de vie utile. Ça, c'est pour l'amortissement linéaire. Mais si, mettons, après 7 ans, mettons, il y a un employé qui utilise la machine tout croche puis il l'a brisé, mais ça, c'était pas prévu que ça casse à ce moment-là. Fait qu'à ce moment-là, il y a deux choix à l'entreprise. Soit qu'elle essaie de le revendre à la valeur qu'elle pourrait le revendre à cette journée-là, ou elle va devoir engager un coût pour le remettre dans l'état qu'il était avant qu'il brise. Fait que ce serait un coût qui est supplémentaire pour permettre de pouvoir l'utiliser le reste de la durée de vie utile. Fait que ça, dans le fond, c'est des coûts qui sont pas prévus. On ne prévoit pas qu'après 7 ans, ça va casser, mais quand ça l'arrive, ben à ce moment-là, ça va faire baisser la valeur comme de l'immobilisation. Puis là, mettons, ici, on a une écriture pour comptabiliser une baisse de valeur de l'immobilisation. Fait que si, mettons, après 7 ans, ta valeur, mettons, avant que ça brise, c'était, mettons, 100 000. Puis là, mettons, on estime qu'une fois qu'elle est brisée, on ferait juste, mettons, la revendre 25 000 cette année, mettons. Fait que là, t'avais un IMO qui avait une valeur de 100 000. Puis là, maintenant, sa nouvelle vraie valeur, à cause qu'elle a brisé, tu sais, mettons, elle est descendue à 25 000. Ben, nous, dans le fond, en comptabilité, on veut toujours qu'au bilan, le montant qu'on met dans un actif représente les avantages futurs réels. Fait qu'on ne mettrait pas 100 000. Maintenant, ça ne représente plus ça l'avantage futur. On va ajuster l'avantage à sa nouvelle avantage. Fait que pour faire passer 100 000 mettons, de valeur à 25 000 une fois qu'il est brisé, on va mettre en dépréciation 75 000 la différence, puis en provision pour dépréciation le même montant. Fait que, dans le fond, le compte de provision pour dépréciation, à quoi que ça sert? C'est pour ajuster la valeur comptable d'un IMO quand il est surévalué. Fait que là, mettons, ton IMO, mettons au bilan, tu l'avais acheté, mettons, en 2001 à 100 000. Non, ça marche pas. On va dire, mettons, 200 000. Puis là, après 7 ans, au bilan, tu avais aussi de l'amortissement accumulé qui s'est accumulé pendant 7 ans. Mettons 100 000. Fait que là, mettons, après 7 ans, avant qu'il ça brise, comme l'exemple que j'ai mis à gauche, tu avais une valeur comptable de 100 000. Puis là, il y a un employé qui a magané l'équipement, il l'a mal utilisé. Finalement,
on peut plus l'utiliser, on pourrait juste la revendre 25 000 aujourd'hui. Fait que là, vu que maintenant, l'avantage futur, ce sera plus 100 000, vu qu'il est brisé. Au bilan, on va faire premièrement l'écriture qui est à gauche pour faire passer 100 000 de valeur comptable à 25 000, avec dépréciation, la différence entre 100 000 et 25 000, fait que 75 000. Pareil en provision pour dépréciation. Puis, ensuite, qu'est-ce qui va se passer au bilan? C'est qu'après avoir fait cette écriture-là qui ajuste la valeur comptable selon le nouvel avantage futur, au bilan, ça c'est au bilan avant, mettons, qu'il casse après 7 ans. Puis là, c'est au bilan après que ça casse. Tu auras encore l'IMO au coût. 200 000. L'amortissement cumulé. Encore 100 000. Puis là, maintenant, il y a un nouveau compte qui va se rajouter, qui va faire diminuer encore plus la valeur de l'IMO. C'est provision pour dépréciation. Fait que là, ici, on avait, mettons, mis 75 000, faire passer la valeur comptable de 100 000 à 25 000. Puis là, la nouvelle valeur comptable, après avoir passé l'écriture qui est ici pour déprécier, ça serait 200 000, moins 100 000, moins 75 000, fait que 25 000. Fait que, à quoi que ça sert, passer une dépréciation? C'est quand il y a un événement qui était inattendu, qui fait baisser la valeur de ton immobilisation. Fait que pour ajuster le fait que ton immobilisation a moins de valeur que prévu à cause d'un fait, ben, on va faire l'écriture ici. Puis la provision pour dépréciation, elle va apparaître au bilan. Elle va faire baisser la valeur comptable de l'IMO. Puis là, c'est parfait parce que là, la valeur comptable, après avoir fait l'ajustement, l'écriture de dépréciation, provision pour dépréciation, elle atteint 25 000. C'est la nouvelle valeur aujourd'hui. Ok, donc le premier, dans le fond, c'est l'écriture pour la dépréciation, puis le deuxième, c'est l'écriture pour, ben, dans le fond, ajuster la valeur comptable. Euh, dans le fond, l'écriture ici, ce serait pour, mettons, le jour que... Ouais. Puis là, mettons que... je vais donner un exemple qui est fictif. Mais mettons, ce serait plus simple d'utiliser un exemple, mettons, que des stocks. Mettons ton entreprise, elle vend des souliers. Puis là, mettons, mettons un exemple, peu importe, sont plus à mode. Fait que là, tu pourrais juste les vendre, mettons, 50$. Puis là, la valeur comptable, c'était 100. Fait que là, tu ferais 50-50 pour faire baisser de 100 à 50. Puis c'est possible aussi que dans le futur, ton actif reprend de la valeur. Fait que là, qu'est-ce qui se passerait? La provision pour dépréciation, on la mettrait au débit pour l'annuler. Puis ensuite, on mettrait reprise de valeur. Fait qu'on pourrait mettre, mettons, 50-50. Ou dans l'exemple d'à droite, c'était 75 000. Fait que 75 000, 75 000. Ok, donc admettons que, on dit que l'immobilisation reprend de la valeur, je disais que je pouvais mettre la dépréciation jusqu'à être environ de dans 75 000, non? Exactement. Dans le fond, si tu as déprécié de 75 000, tu pourras au maximum redonner 75 000. Tu peux pas, mettons que tu avais des souliers qui valaient 100$. Puis là, tout d'un coup, ils sont plus à mode, tu peux juste les vendre 50$. Fait que là, à ce moment-là, tu ferais dépréciation 50$, provision de dépréciation 50$. Puis là, quelques mois plus tard, il y a un artiste qui commence à porter ces souliers-là. Fait que là, non seulement ils reprennent la valeur, mais tu sais, mettons, avant, tu peux les vendre, mettons, 100$, mais maintenant, tu peux les vendre 500$. Fait que là, à ce moment-là, est-ce qu'on ferait passer 50$ à 500$? Non, c'est ça, c'est comme tu le dis justement, on peut juste redonner le montant qui est déprécié. Fait que même si, mettons, on a fait une dépréciation de, mettons, 50$, faire passer 100$ à 50$, puis là, par la suite, finalement, à cause qu'ils sont plus à la mode, on pourrait les vendre 500$, mais on va pas faire passer de 50 à 500$, on peut juste redonner le montant qui a été déprécié. Ok. C'est quoi la différence entre la valeur ici et la valeur nette de réalisation? Dans le fond, la valeur d'utilité, c'est, mettons, que tu as une immobilisation que tu utilises pour exploiter ton entreprise. Puis là, selon les estimations, ça va permettre, mettons, à travers 10 ans, en utilisant cette immobilisation-là, de générer, mettons, 100 000 $ de revenus. Dans le fond, la valeur d'utilité, c'est quoi l'avantage économique que mes immobilisations, si je les utilise, je les exploite dans mon exploitation d'entreprise, ça va me rapporter. Tandis que la valeur nette de réalisation, ça, c'est quand on parle de vendre l'immobilisation. Fait que si, mettons, je vais donner un exemple. Fait que si, mettons, le même exemple que tantôt, tu
tu avais une valeur comptable de 100 000, ton IMO au bilan. Puis là, ton équipement, il casse après 7 ans. Fait que là, il faut que tu passes une dépréciation, c'est sûr, parce que ta valeur comptable est trop élevée maintenant. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Tu regardes ta valeur comptable, puis tu la compares au montant le plus élevé entre deux choses. La valeur d'utilité. Fait que ça serait quoi, mettons, les flux de trésorerie que je pourrais générer, mettons, en exploitant cet équipement-là sur le reste de sa durée de vie utile. Puis, dans mon exemple de tantôt, comme je disais que l'équipement, l'employé l'a cassé, on ne peut plus l'utiliser. Fait que sa valeur d'utilité, ça serait 0$. Parce qu'on ne peut plus l'utiliser, on ne peut plus générer de l'argent avec. Puis là, l'autre élément à laquelle il faut comparer la valeur comptable, c'est la valeur nette de réalisation. C'est ça que j'ai utilisé comme exemple. Si, mettons, il casse, mais tu ferais quand même le revendre 25 000 aujourd'hui. Mettons, il y a un autre... Dans le fond, ici, on ne parle pas encore. Dans le fond, les dépréciations, c'est juste quand tu utilises un immeuble qui est évalué au coût, comme modèle du coût. T'sais, dans le fond, le modèle du coût, c'est quoi? Tu as juste une chose à faire avec le modèle du coût. C'est à chaque 31 décembre, tu débites amortissement, tu crées ton amortissement cumulé, puis ça finit là. Sauf que, avec le modèle du coût, il y a une particularité, c'est que tu peux comptabiliser des dépréciations. Fait que dans le fond, les dépréciations, c'est quelque chose qui arrive rarement. C'est juste qu'il y a un événement qui était pas prévu, qui fait baisser, dans le fond, la valeur de ton immeuble. Fait que si, mettons, tu as un IMO qui est évalué avec la méthode réévaluation, tu n'auras pas de test de dépréciation. Fait que tout ce qui est ici, tu vois les écritures ici, tu n'auras pas à faire ça pour ça. Mais si par contre, ton immobilisation est au coût, puis que, mettons, il y a un bris ou quelque chose, la valeur de ton IMO, elle a diminué. Là, à ce moment-là, il y aura l'écriture ici, dépréciation, provision pour dépréciation. Donc, la dépréciation, c'est pour la valeur nette? Non, c'est pour le modèle du coût. Okay. Exactement. Fait que, si je peux faire, mettons, un schéma pour juste résumer, je pense que ça va être plus clair comme ça. Fait que là, quand tu ajoutes un immeuble, fait que là, tu l'achètes. Fait que là, mettons, tu débites ton compte d'immeuble, mettons, équipement ou bâtisse, etc. Puis, dans le fond, le montant que tu mets au débit, c'est le prix d'achat plus les coûts incorporables. Puis là, mettons, caisse, ben, c'est qu'est-ce que tu as payé pour l'acheter. Ça, c'est au 1er janvier 2001, mettons, le jour que tu l'achètes. Puis là, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est qu'une fois qu'elle achète, mettons, une bâtisse ou quelque chose, elle doit choisir, est-ce que, pour la suite, est-ce que je vais l'évaluer au modèle du coût ou au modèle réévaluation proportionnelle à la juste valeur. Fait que ça, c'est une décision. Puis, une fois qu'elle a décidé, mettons, mes bâtisses, je vais les évaluer au coût ou au modèle réévaluation, ça reste comme ça, puis elle va continuer à utiliser la même méthode pour les autres années. Fait que là, dans le fond, le modèle du coût, c'est quoi? C'est que à chaque clôture, mettons à chaque 31 décembre, tu dois comptabiliser la charge d'amortissement puis l'amortissement accumulé. Fait que là, jusque-là, tu me suis? Ok, parfait. Fait que dans le fond, avec le modèle du coût, c'est la seule chose que tu as à faire à chaque 31 décembre, mettons 2001, 2002, etc. Dans le fond, sur toute la durée de vie de l'IMO, c'est-à-dire son N. Tandis que modèle réévaluation, qu'est-ce qui se passe? Tout comme le modèle du coût, tu dois premièrement faire à chaque clôture d'exercice, mettons à chaque 31 décembre, cette écriture-là. Ça va être pareil. Mais aussi, mettons, après avoir fait cette écriture-là, avec le modèle réévaluation, tu as une deuxième écriture à faire tout le temps. C'est ça la différence. Puis c'est quoi la deuxième écriture? Mais dans le fond, c'est ça, c'est la réévaluation. C'est pour ramener le coût précédent puis l'amortissement cumulé précédent au bilan vers la nouvelle juste valeur de l'immobilisation. Mais ça, je vais te le montrer avec des exercices parce que c'est comme ça, ça va être moins concret. Si je le dis juste comme ça. Mais dans le fond, c'est juste à savoir que à chaque 31 décembre, à chaque clôture d'exercice, avec le modèle de la réévaluation, tu
tu auras deux écritures. Premièrement, tu comptabilises ton amortissement, mettons amortissement linéaire, dégressif. Puis, par la suite, tu as une deuxième écriture, que c'est pour ajuster le coût puis l'amortissement cumulé de ton immeuble qui est évalué sur le modèle de la réévaluation. Ok. Fait qu'une deuxième écriture. Ok, avec le coût, j'ai vraiment besoin de faire l'amortissement et l'accumulé. Donc, pas besoin de réévaluation. Donc, avec le coût, dans le fond, j'utilise la valeur utile ou j'utilise aussi la valeur nette de réalisation. Dans le fond, quand on parle de... Attends. Si, mettons, avec le coût, dans le fond, la valeur nette de réalisation puis la valeur d'utilité, c'est une information qui est importante quand que tu dois faire une dépréciation. Tu sais, par exemple, mettons au coût, quand, mettons, il y a un événement qui n'était pas prévu qui arrive, mettons qu'un employé il fait un bris sur l'équipement, tout ça, mais là, à ce moment-là, avec le modèle du coût, tu dois faire une écriture spéciale de dépréciation. Puis ça, dans le fond, la dépréciation, c'est, mettons qu'on l'a fait, mettons, je sais pas moi, le 15 juin. Le 15 juin, l'employé, il fait une erreur avec la machine, il l'échappe par terre, elle est presque cassée complètement, on peut plus l'utiliser. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est, OK, on regarde le bilan au 15 juin X5. Fait que là, mettons, le coût, mettons, de l'équipement, c'est, mettons, 100 000. Puis là, il y avait de l'amortissement accumulé qu'on avait passé dans le passé. Fait que, mettons, 50 000. Puis là, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une dépréciation avec le modèle du coût? Parce que les dépréciations, cette écriture-là, c'est juste avec le modèle du coût. Qu'est-ce qu'on fait? Si on regarde, c'est quoi la valeur comptable qu'il y avait cette journée-là. Puis là, on se dit, OK, en ce moment, la valeur comptable, c'est 50 000. Mais la valeur d'utilité, mettons, si je continue à utiliser cette machine-là dans le futur, elle va juste me ramener 0$ parce que je ne peux même plus l'utiliser et casser. Puis, si par contre, je décide plutôt de la revendre aujourd'hui à la valeur nette de réalisation, après me rapporter 25 000, il y a un concurrent qui est prêt à l'acheter puis la réparer. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une dépréciation à comptabiliser avec le modèle du coût? C'est, on veut amener la valeur comptable au plus élevé entre 1 la valeur d'utilité. C'est quoi la valeur approximative que je pourrais obtenir en continuant d'utiliser l'équipement, les mobilisations? Ça, c'est la valeur d'utilité. Pour ça, c'est bon? Ouais, pas de problème. Puis je vais t'envoyer le fichier Excel aussi après. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que le modèle du coût, c'est important de se rappeler, tu as juste une écriture, mais par contre, si, mettons, il y a un bris, il y a quelque chose qui arrive, puis que la valeur, tu penses que finalement, l'équipement est brisé, c'est sûr que sa valeur elle va être moins élevée que prévu, il est cassé. Fait que là, à ce moment-là, ben, tu vas vérifier. En premier, on va vérifier. Parce que ça se peut que, même si, mettons, la machine la casse, puis que tu ne pourrais plus l'utiliser, si, mettons, il y a un concurrent qui est prêt à l'acheter à 50 000, puis sa valeur comptable est à 50 000, ben, dans le fond, une dépréciation, il faut que tu amènes la valeur comptable au plus élevé entre la valeur d'utilité puis la valeur nette de réalisation, c'est VNR. C'est un terme que tu vas voir souvent dans les cours de comptabilité suivants, VNR, valeur nette de réalisation. Puis dans le fond, la valeur nette de réalisation, c'est quoi le prix de vente que je pourrais le revendre maintenant avec le, mettons, le nouveau fait, c'est qu'il est cassé. Fait que c'est quoi le prix de vente que je pourrais obtenir maintenant, moins, c'est quoi les coûts que je devrais engager pour pouvoir vendre cet équipement-là. Ça moins ça, ça va être la valeur nette de réalisation. Fait que là, mettons, il y a un concurrent qui serait prêt à l'acheter, mettons, je vais changer mon exemple. Mettons, il serait prêt à l'acheter 26 000. Puis moi, mettons, en frais de livraison, tout ça, il faudrait que je paye 1 000$ pour le vendre puis l'amener chez le concurrent, lui qui veut me l'acheter. Fait que la valeur nette de réalisation, ce serait le prix de vente, moins les coûts qui sont nécessaires pour vendre l'actif, l'IMO, VNR 25 000. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a calculé la valeur d'utilité puis la valeur nette de réalisation, on doit amener la valeur comptable qu'il y avait cette journée-là au plus élevé entre la valeur d'utilité, 0$, puis la valeur nette de réalisation, 25 000. Fait que là, dans le fond, si ta valeur comptable est plus élevée que un des deux, ben ça veut dire que tu dois la diminuer pour l'amener au plus élevé entre les deux. Fait que le plus élevé entre 0 et 25 000, c'est 25 000. Fait qu'il faut passer la valeur comptable qu'il y avait au bilan
à la valeur nette de réalisation. Au plus élevé entre la valeur d'utilité et la valeur nette de réalisation. Ici, c'est la valeur nette de réalisation à 25 000. Fait qu'il faudra passer l'écriture suivante pour faire passer la valeur comptable de 50 000 qu'il y avait avant le prix de l'équipement à 25 000. Fait que là, dans le fond, provision pour dépréciation, tout comme amortissement cumulé, c'est un compte qui fait diminuer la valeur comptable de ton immeuble. Fait que 25 000, 25 000. Fait que dans le fond, c'est ça. Ce serait l'écriture que tu passerais. Mais si, mettons, un autre exemple, ta valeur comptable, c'est 50 000, puis là, l'équipement brise, puis là, cette journée-là, un concurrent qui serait prêt à acheter, mettons, 51 000, ça coûte 1 000 pour lui vendre. Fait que tu aurais une valeur nette de réalisation à 50 000. Fait que si, par exemple, que ta valeur comptable serait égale, mettons, ici à 50 000, ben, 50 000, c'est pas plus élevé qu'aucun des deux montants. Fait qu'il n'y aurait aucune écriture à faire. Fait que dans le fond, on veut juste s'assurer, quand on fait une dépréciation, que la valeur comptable n'est pas trop élevée par rapport à la valeur d'utilité, la valeur qu'on pourrait obtenir en l'exploitant ou en le vendant, valeur nette de réalisation. Ok. Si la valeur comptable est plus élevée que la valeur VNR, donc on fait une dépréciation. Si c'est la même chose, on fait rien. Puis quand c'est plus élevé, ça c'est comment on peut dire ça, une de valeur? Non, c'est un profit, non? Non. Dans le fond, t'as raison pour la majorité de ce que tu as dit, mais il faut faire attention. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une dépréciation? Il faut s'assurer que la valeur comptable n'est pas plus élevée. Oui, c'est vrai qu'il y a la valeur nette de réalisation, mais aussi de la valeur d'utilité. Ok. Fait que dans le fond, il faut comparer la valeur comptable à ces deux informations-là. Puis là, mettons, on regarde, OK, c'est quoi le plus élevé entre la valeur d'utilité et la valeur nette de réalisation? Puis là, ça aurait pu être la valeur d'utilité aussi. Mais dans le fond, là, OK, ici, c'est la valeur nette de réalisation. Fait que tu regardes c'est quoi le plus élevé entre les deux. Puis après, tu compares la valeur comptable au plus élevé entre les deux. Ok. Fait que là, mettons, par contre, là, mettons que tu fais un test de dépréciation, puis là, finalement, le plus élevé entre les deux, ici, c'est la valeur nette. Mais mettons que ta valeur nette de réalisation est encore plus élevée que la valeur comptable. Là, la question que tu me posais, c'est, mettons, est-ce qu'on ferait, mettons, une augmentation de valeur? Mais avec le modèle du coût, ça, on peut pas. Mettons que, tu sais, c'est comme, ouais, on peut diminuer la valeur comptable, mais on peut pas comme l'augmenter plus haut qu'elle était. Fait que le test de dépréciation, c'est juste pour vérifier si elle n'est pas trop haute par rapport, mettons, au plus élevé entre la valeur d'utilité et la valeur nette de réalisation. Si mettons, est égale, ou si, mettons, la valeur comptable est plus petite, il n'y a pas de problème, on ne fait pas d'écriture. Ok, super. Fait que dans le fond, en résumé, tes immobilisations, une fois que tu l'as acquis, l'entreprise, elle va décider si, pour la suite, elle va l'évaluer au coût ou avec le modèle de la révélation. Si c'est le modèle du coût, à chaque 31 décembre, elle va tout simplement comptabiliser l'amortissement cumulé. Puis si un jour, durant sa durée de vie utile, il y aura un problème à casse ou peu importe, ben, on va vérifier si une dépréciation à faire en comparant la valeur comptable au plus élevé entre la valeur d'utilité et la valeur nette de réalisation. Puis si la valeur comptable est plus élevée que le plus grand entre les deux, à ce moment-là, on va comptabiliser une dépréciation qui est la différence entre la valeur comptable et le plus élevé entre les deux. Puis pour modèle réévaluation, on a vu que tout comme le modèle du coût, à chaque, mettons, clôture 31 décembre, il y a l'écriture de l'amortissement, mais il y aura également une deuxième écriture à chaque 31 décembre ici. Fait que pour ça, c'est correct. Ça... OK, la réévaluation. Fait que là, ça, c'est un peu ce que je te disais tantôt. Une fois qu'après l'avoir acheté, elle doit décider. Est-ce qu'elle va le réévaluer à chaque 31 décembre selon le modèle réévaluation ou au coût? Mais là, ici, ça dit dès le début de l'exercice, elle a choisi le modèle de réévaluation. Puis elle a choisi le modèle de la réévaluation pour son terrain, puis son immeuble. Puis les deux, ça va être une écriture différente parce que vu que le terrain, il n'y a jamais d'amortissement comptabilisé, c'est l'exception dans le fond. Tu n'as jamais la première écriture d'amortissement cumulé à faire. Parce que c'est pas amortissable. Tu as juste la deuxième écriture à faire. Fait que ça, c'est la différence entre terrain puis
puis une bâtisse amortissable. Fait que là, après ça, on a les informations suivant au 30 décembre 2004. Fait que là, au 30 décembre 2004, on a le coût du terrain 240 000, 845 000 pour l'immeuble, cumul des écarts de réévaluation terrain. Ça, c'est un compte qui existe à l'état du résultat global qui permet de comptabiliser toutes les augmentations de valeur qu'il y a eu dans le passé qui ont été comptabilisées avec le modèle de la réévaluation. Fait que si, mettons... je sais pas si je l'ai pas loin. J'avais une image qu'on voyait bien. Ah oui, c'est ici. Fait que là, mettons... Ça, c'est l'état du résultat global à gauche. Fait que dans le fond, la première partie qui est ici, ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu, mettons, en SCO 1240, que c'est l'état du résultat normal. Puis en bas, ça donne le résultat net. Puis là, en SCO 2240, on apprend qu'il y a une deuxième section à l'état du résultat, que c'est, dans le fond, pour les autres éléments du résultat global. Fait que là, dans les éléments des autres éléments du résultat global, il y a un des comptes qui s'appelle écart de réévaluation. Puis ça, écart de réévaluation, c'est un compte qui comptabilise toutes les augmentations de valeur comptable à la juste valeur, qui ont été comptabilisées à chaque 31 décembre dans le passé, reliées à ton immeuble, qui est évalué selon le modèle réévaluation juste valeur. Fait que quand tu as une immobilisation qui est évaluée selon le modèle réévaluation ajustement proportionnel, puis que tu dois augmenter la valeur comptable au 31 décembre pour atteindre la juste valeur, mettons 100 000 à 150 000, ben tu auras une augmentation de valeur, puis les augmentations de valeur, on met ça dans le compte écart de réévaluation. Fait que, puis qu'est-ce qui se passe? C'est que, ici, je vais se mélanger un peu dans ce que j'ai dit. Dans le fond, écart de réévaluation, c'est ça comptabilise les variations de valeur de l'exercice, mais le compte cumul des autres éléments du résultat global, c'est lui qui va comptabiliser tous les écarts de réévaluation de tous les exercices. Fait que là, mettons que tu as une augmentation de valeur de 50 000. À chaque 31 décembre, le montant qui a été mis dans l'écart de réévaluation, il est envoyé dans un compte de bilan qui s'appelle cumul des autres éléments du résultat global, que ça, c'est au capitaux propres. Puis lui, dans le fond, mettons en 2001, on avait un écart de réévaluation parce que la valeur comptable a augmenté de 50 000. Fait qu'en 2001, son solde a augmenté de 50 000. Puis là, mettons en 2002, ça a augmenté, mettons, de 25 000. Fait que là, en 2002, ça a augmenté de 25 000. Fait que dans le fond, à chaque 31 décembre, tu prends le montant qui est dans le compte écart de réévaluation. Que ça, c'est la deuxième écriture qui fait de l'ajustement professionnel. Quand tu as une augmentation de valeur, tu vas utiliser ce compte-là dans l'écriture. Puis le montant que tu vas mettre dans l'écriture, il va apparaître ici. Écart de réévaluation. Puis là, mettons, l'exercice financier est terminé. Fait que tu prends le solde de ce compte-là, tu l'envoies à cumul des autres éléments du solde global. Puis le prochain exercice financier, son solde à lui ici, il va commencer avec 0$. Il recommence toujours à 0$. Mais lui, il va prendre en compte toutes les... Fait que, mettons, ici, on aurait... Ce serait son solde qui considère tous les exercices précédents. OK, fait que là... Ouais, parfait. Fait que ça, c'est juste pour expliquer, dans le fond, c'est quoi ce compte-là. Là, on voit qu'il cumule les autres éléments du résultat global. Ça, c'est le compte que je montrais qui était à droite. C'est celui qui est au bilan, qui cumule toutes les augmentations de valeur qu'on appelle écart de réévaluation qu'il y a eu dans le passé. Oui, c'est ça. Dans le tas de résultats, dans le fond, au début, tu as vente, coût des ventes, marge brute, tout ça, résultat net. Puis là, un peu plus bas, dans ton état du résultat, tu as une section qui s'appelle autres éléments du résultat global. Puis c'est des comptes, mettons, comme les écarts de réévaluation sur immeuble qui sont ajustement proportionnel. Eux, ils vont aller là. Quand tu as une augmentation de valeur. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, le fait que
on a un solde de 30 000, ça veut dire que dans le passé, on a eu des augmentations de valeur. La valeur comptable était plus basse que la juste valeur. Puis ça l'a cumulé, toutes les augmentations de valeur qu'on a eues. Fait que là, ensuite, il y a amortissement cumulé, ici. Ça, c'est pour les meubles seulement. Ça, c'est pas amortissable. Puis, provision pour dépréciation. Puis là, c'est important de savoir, mettons, c'est impossible d'avoir à la fois mettons, un cumul des écarts de révélation, un montant qui est élevé, un montant ici, puis un montant de la provision pour dépréciation ici. Je vais te montrer un exemple. Mettons que l'exercice précédent pour l'immeuble, tu avais 30 000 ici. Puis là, c'est sûr que tu avais 0 ici. C'est tout le temps un ou l'autre. Fait que là, mettons, tu avais 30 000, puis ça, cumule écart de révélation, ça veut dire que tu avais eu du profit dans le passé. On va mettre profit à droite. Puis, perte de valeur à gauche. Perte de valeur à gauche, c'est pour les provisions pour dépréciation. Puis, à droite, c'est pour les cumuls des autres éléments du stock global. Que ça, c'est toutes les augmentations de valeur qui ont été cumulées dans le passé, puis que ça apparaît au bilan. Fait que là, mettons, en ce moment, c'est 30 000. Mettons, puis là, au 31 décembre, selon les calculs que tu fais, il faudrait que, mettons, tu baisses la valeur comptable de 35 000. Ben, là, en ce moment, le solde, il est de plus 30 000, parce que ici, à droite, c'est écart de réévaluation. Fait que ça veut dire que tu es en situation de profit. Fait que là, mettons que tu dois diminuer la valeur comptable de 35 000. Tu ne pourrais pas tout simplement, mettons, mettre moins de 35 000 dans le compte provision pour dépréciation, puis laisser celui positif à 30 000. Il faut toujours que tu annules l'un avant d'aller à l'autre. Fait que là, il faut que tu baisses, mettons, la valeur comptable de 35 000. Fait que là, premièrement, tu viens supprimer le 30 000. Fait que ce compte-là, vu que c'est des capitaux propres, tu le mettrais au débit. Mettons 30 000 pour le supprimer complètement. Puis là, une fois qu'il est à 0 $, là, tu peux utiliser l'autre compte dans l'écriture. Provision. Oui, exactement. Fait qu'il faut toujours que tu annules l'un avant de comptabiliser des montants dans l'autre. Fait que ça, c'est pour ça. Fait que c'est pour ça, dans le fond, que tu vois, mettons, pour l'immeuble, il y a une provision pour dépréciation, mais le cumul des écarts de révélation est à 0 $. Il y a toujours, si un a un solde, ça veut dire que l'autre est à 0. C'est pareil pour terrain, tu as 30 000 ici, mais provision 0. Fait que ça, c'était juste pour faire le lien. Puis là, ça disait dans l'exercice. Ouais. Ok, pareil. Fait que là, dans le fond, ici, on était au 30 décembre. Puis là, tu as ces informations-là au bilan. Puis là, au 31 décembre, la société évalue la juste valeur de son terrain à 240 000 et celle de l'immeuble à 470 000. Ça, c'est ce que je te disais tantôt, dans le fond, c'est que la juste valeur de l'immeuble, c'est pas un calcul que tu vas faire, ils vont te le dire. Puis, dans le fond, c'est une information qui est importante à cause que c'est elle que tu vas pouvoir utiliser pour faire pour faire les deux calculs avant de faire la deuxième écriture. Le calcul pour savoir c'est quoi le nouveau coût qui doit être, puis la nouvelle juste valeur. Fait que là, ici, si j'ai mis le calcul, ça dit ici, mettons, pour l'immeuble, on va faire l'immeuble en premier, ça dit sa juste valeur au 31 décembre, à la fin de l'année, c'est 470 000. Fait que là, premièrement, il faudrait faire, tu sais, comme à la fin de l'année, l'écriture pour l'amortissement, puis après, amortissement accumulé. Ça ici, l'exercice est un peu bizarre. Dans le fond, cette écriture-là, elle a déjà été faite. Là, on est au 31 décembre, puis ils veulent qu'on fasse la deuxième écriture seulement. Fait que là, la première écriture est déjà faite. Fait que là, maintenant, il reste juste la deuxième écriture à faire, que c'est celle pour l'ajustement proportionnel. Ouais, ben ça, c'est Joël qui nous avait dit qu'elle était déjà faite. Mais en examen, tu devras faire les deux. Mais ça, c'est un exercice qui est un peu bizarre du MGBDL. Des fois, ils sont pas trop clairs, mais en tout cas, dans le fond, Joël nous avait dit que la lecture, l'amortissement, elle avait déjà été faite. Puis là, maintenant, il faut juste faire la deuxième écriture pour appliquer la réévaluation à l'ajustement proportionnel. Fait que là, vu que la première écriture est déjà faite, pour faire la deuxième écriture, ben, il faut qu'on fasse deux calculs, deux formules.
Fait qu'il faut juste placer les variables dans la formule. Fait que là, mettons, pour savoir c'est quoi le nouveau coût que ça doit être au 31 décembre 2004, on regarde c'est quoi la juste valeur cette journée-là. C'est mentionné ici, 470 000 pour l'immeuble. Fait qu'au numérateur 470 000, divisé par, on se rappelle, il faut mettre la valeur comptable. Fait qu'on regarde le bilan, c'est la veille. Fait que notre bilan est ici. On a coût 845 000, amortissement cumulé 400 000, puis provision de dépréciation 5 000. Fait que la valeur comptable, ce serait ça, moins ça, moins ça. Fait que là, ce serait le montant qu'on met ici, ça donne 440 000. Puis là, la formule, c'est juste valeur, c'est par valeur comptable, fois, c'est quoi le coût qu'il y avait au bilan cette journée-là. On regarde le bilan encore. Puis, ouais. Puis, il faut faire attention, parce que c'est le coût moins provision pour dépréciation. Fait que là, ici, ce serait pas juste le 845 000. Ouais, il inclut la provision dans le coût, dans le fond, pour la formule. Fait que ce serait 845 000 moins 5 000, fait que fois 840 000. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, juste valeur, divisé par valeur comptable, fois le coût moins provision. Fait que ça donnerait ce montant-là ici, 897 000. Puis dans le fond, le résultat de la formule, c'est à quel montant qu'on doit ajuster le coût. Fait que là, on avait un coût qui était de 845 000 moins 5 000. Puis là, maintenant, il doit être à 897 000. Fait qu'il faudra l'augmenter. Puis là, après ça, c'est la même logique pour l'amortissement cumulé. C'est juste valeur moins valeur comptable de ton immeuble. C'est les mêmes données qu'ici. Sauf que tu fais multiplier par l'amortissement cumulé qui est au bilan. Puis c'était 400 000. Fait que là, ça donne le deuxième résultat ici. Fait qu'il faudra faire passer 400 000 qu'il y avait au bilan au résultat de la deuxième formule qui est 427 000. Fait qu'une fois qu'on a fait... ouais. Oui, exactement, c'est ça. Vu qu'il y a une augmentation de valeur. Puis là, on se rappelle, comme que je disais... Ouais, ici. Fait que là, en ce moment, la situation... la situation qu'on a en ce moment, pour l'immeuble, en ce moment, on a une provision pour dépréciation de 5 000. Puis là, quand on a un solde d'un bar, ça veut dire que l'autre bar, c'est 0 $. Ça, c'est la première constatation qu'on peut faire. Puis là, qu'est-ce qu'on constate aussi? C'est que la valeur comptable précédente, c'est 440 000, puis elle doit passer à 470 000. Fait que, qu'est-ce qui est sûr? C'est que on va faire plus 30 000. Puis là, on se rappelle que avant de toucher à l'autre compte, il faut annuler le solde du compte qui est déjà existant. Fait que là, on a une augmentation de 30 000, 440 000 la valeur comptable, puis selon l'énoncé, juste valeur de l'immeuble cette journée-là, 470 000. Fait que valeur comptable, 440 000, juste valeur 470 000. Ça donne une augmentation de 30 000 de valeur. Fait que premièrement, on va supprimer le solde qu'il y avait ici, provision pour dépréciation, de 5 000. Comment qu'on supprime ça? Ben, vu que c'est un compte de passif, on va le débiter de 5 000. Puis là, fait que là, du 30 000 d'augmentation de valeur, il y a 5 000 qui est utilisé pour supprimer le passif qu'il y avait. Fait que pour supprimer le passif, on va débiter provision pour dépréciation ici. Provision pour dépréciation. On le débite de 5 000. Fait que là, maintenant, son nouveau solde, c'est 0 $. Puis là, le restant du 25 000, du 30 000 moins 5 000, le restant du 25 000 d'augmentation de valeur, du moment que le compte opposé est rendu à 0, on peut toucher dans l'écriture comptable à l'autre compte. Fait que là, ouais. Fait qu'il y a 5 000 qui sert à supprimer le passif, le provision. Puis le 25 000 restant d'augmentation de valeur, il va aller dans le compte écart de réévaluation. Oui, attends. Oui, attends. J'ai oublié. Ici, c'est le... Ouais, c'est ça, 25 000. Oui, c'est ça. Vas-y, ce que tu allais dire? Oui. Dans le fond, qu'est-ce que tu peux faire comme stratégie pour en examen? Mettons, si tu fais une image comme ici, fait à gauche, c'est pour
les pertes de valeur qu'il y a eu cumulées, ça va dans la provision, dépréciation. Puis les augmentations de valeur, ce serait écart de réévaluation. Fait que là, mettons, tu regardes ton bilan, puis là, il n'y a aucun écart de réévaluation, cumule des accords de réévaluation. Mais il y a une provision pour dépréciation. Fait que là, tu mets les deux soldes un à côté de l'autre. Ici, tu n'en as pas, en ce moment. Mais tu as un cumul de 5000 de pertes qui provient du passé. Puis là, tu regardes, mettons, cette année-là, en ce moment, c'est quoi la valeur comptable de mon immeuble? Ce serait 845 000 moins 400 000 moins 5 000. Fait que ça donnerait une valeur comptable, en ce moment, de 440 000. Puis là, ensuite, une fois que tu sais c'est quoi la nouvelle valeur comptable aujourd'hui, ça c'est la valeur comptable qui est après la première écriture. Après la première écriture, amortissement cumulé. Fait que c'est juste pour oublier. Puis là, on sait c'est quoi la valeur comptable aujourd'hui avant de faire la deuxième écriture. Fait que là, la deuxième chose qu'il faut regarder, c'est quoi la juste valeur aujourd'hui de mon immeuble. C'est donné dans l'énoncé. 470 000. Fait que si ta valeur comptable avant la deuxième écriture, c'est 440 000, puis la nouvelle juste valeur aujourd'hui au 31 décembre 2004, c'est 470 000, ça veut dire que tu auras une augmentation de valeur de la différence entre les deux. C'est de là que vient le 30 000. Fait qu'une fois que tu as fait ton dessin ici, tu sais c'est quoi, mettons, l'augmentation de valeur entre la valeur comptable puis la nouvelle juste valeur. Tu dis, OK, on va aller vers la droite parce que là, ma valeur comptable, elle doit augmenter de 30 000 parce que la juste valeur est plus grande de 30 000. Puis là, le 30 000, tu dois regarder. Est-ce que, mettons, tu as un solde de provision pour dépréciation? Tu sais, on ne pourrait pas mettre directement 30 000 dans écart de réévaluation s'il y a, une provision avec un solde. Il faut premièrement supprimer le solde qu'il y avait ici. Au bilan, on le voit à 5 000 sur l'immeuble. Fait que ça, on va l'éliminer, le 5 000, pour amener le solde ici à 0 $. Fait que du 30 000 d'augmentation de valeur, il y a 5 000 qui sert à supprimer comme le passif, le compte opposé. Fait que là, il reste 25 000. Le 25 000 restant, il va aller au compte d'écart de réévaluation. Fait que qu'est-ce qui se passerait, mettons, à la fin de l'année, après avoir passé la deuxième écriture? Ben, on a supprimé la provision. Fait que avant, c'est 5 000 le solde, mais du 30 000 d'augmentation de valeur, il y a 5 000, ben, le montant exact qui vient le supprimer. Puis le restant de l'augmentation de valeur, il s'en va dans le compte écart de réévaluation. Fait que, mettons, au 1er janvier de l'année suivante, ton compte provision pour dépréciation, il serait 0 $ ici. Puis là, vu que du 30 000, le 25 000 restant de profit est allé dans écart de réévaluation, ça, c'est un compte qui est à l'état du résultat global. Comme on voyait tantôt, tu as la section normale qu'on voit en 1240, vente, coût des ventes, tout ça, résultat net. Puis là, un peu plus bas, dans ton état du résultat global, j'ai marqué ici, un peu plus bas de ton état du résultat global, tu as une section qui s'appelle Autres éléments du résultat global, AERG, Autres éléments du résultat global. Puis un des comptes qui s'appelle Écart de réévaluation ARG. C'est ce compte-là, dans le fond. Fait que là, le 25 000 restant, on le met dans ce compte-là. Fait que, au 31 décembre, à l'état du résultat global, il y aurait ce compte-là, Écart de réévaluation ARG, avec un solde de 25 000. Puis, on sait qu'à chaque fin d'année, il faut envoyer le solde de ce compte-là dans un compte de bilan qui s'appelle Cumul ARG. Puis là, on sait que si on regarde au bilan 30 décembre, le solde de ce compte-là cumule des écarts de réévaluation, qui est le compte qui est au bilan. Il était de 0. Mais là, vu que le compte écart, ouais, c'est ça, il sera à 25 000 maintenant. Fait que j'ai beaucoup parlé. Est-ce que tu as des questions ou... Non, je comprends. Ouais. Je comprends le calcul et tout, ça c'est parfait. Ouais. Mais moi, je pense que Ok, parfait. Fait que pour les écritures, on va commencer par l'immeuble. Fait que là, on a pas mal tout analysé le problème. Fait que là, la première chose qu'on peut faire, on pourrait commencer par ajuster le coût de l'immeuble, puis l'amortissement cumulé de l'immeuble, de l'ancien coût, puis de l'ancien amortissement cumulé,
au nouveau coût selon la formule ici qu'on a fait tantôt, puis selon la deuxième formule ici pour l'amortissement accumulé. Fait que dans le fond, dans la deuxième écriture pour l'ajustement proportionnel, il faut... à quel endroit, excuse-moi? La provision de dépréciation initiale. Ça, c'est le... Non, ça, c'est pas le numéro 1. Non, c'est ça. La première écriture qu'on ferait, mettons, à chaque 31 décembre, on mettrait au début, au débit amortissement puis au crédit amortissement accumulé. Sauf que dans ce problème-là, Joël il a dit que c'était déjà fait. Ouais. Ok, donc ce qu'on est en train de faire, c'est le deuxième. Oui, exactement. Fait que là, c'est dans le fond, ce problème-là, il nous demande juste de faire la deuxième écriture pour nous pratiquer avec l'ajustement proportionnel. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'ajustement proportionnel? Ben, une fois que tu as déjà fait la première écriture, avant de faire la deuxième, il faut que tu fasses le calcul. Ben, tu as deux formules. La première, ça va te donner c'est quoi le nouveau coût que ça doit être aujourd'hui, c'est quoi le nouvel amortissement accumulé que ça doit être aujourd'hui. Fait que là, tu regardes la différence, mettons, entre ton ancien coût et le nouveau, ton ancien amortissement accumulé puis le nouveau. Puis c'est les montants que tu vas mettre dans les comptes qui sont ici en beige, débit et meubles, pour faire passer l'ancien coût au nouveau coût. Fait que 52 000. Fait que... Je vais faire un test. Mettons, le nouveau coût, ça serait, qui doit être, selon la première formule, c'est 897 273, moins l'ancien coût. Puis je pense qu'il faut considérer la provision pour dépréciation, parce qu'il me semble qu'il faut toujours la considérer dans le coût. Ça fait que ça serait moins 845 000, moins 845 000, moins 5 000. « 42 000. » Ah non, excuse-moi. Fait que dans le fond, la provision pour dépréciation, il faut la considérer quand on fait, mettons, la première formule pour savoir c'est quoi le nouveau coût que ça doit être aujourd'hui, que c'est la juste valeur divisée par la valeur comptable fois coût moins provision pour dépréciation. Ça, c'est le montant qui est ici, 840 000. Mais après ça, pour l'écriture, on exclut la provision du coût. Fait que là, il faut juste faire passer le coût de 845 000 qui ne considère pas, mettons, le 5 000. 845 000 au nouveau coût de 897 000. Fait qu'on fait juste la différence entre les deux. 197, 273, moins 845 000. Ouais, c'est ça. Fait que ça donne 52 000 d'écart entre le coût au bilan qui ne considère pas la provision. Fait que 845 000 vers 897 000. Fait qu'il faudrait augmenter le coût de 52 273. Fait que ça, c'est le premier élément qu'on peut mettre dans la deuxième écriture, celle qui est pour l'ajustement proportionnel. Il faut augmenter le coût de 52 000. Puis après ça, pour l'amortissement cumulé, c'est la même chose. On regarde c'est quoi l'amortissement cumulé que tu avais au bilan. Fait que ça serait 400 000. Oui, exactement. Fait qu'on avait 400 000 avant. Puis là, selon le résultat de la deuxième formule, ça devrait être 427 273. Fait que là, on n'a même pas besoin de faire de calcul. Pour faire passer 400 000 à 427 000, ben, on va augmenter l'amortissement cumulé de 27 000. De l'écart entre les deux. Fait que ça, c'est le... Dans le fond, les deux calculs ici, c'est pour savoir quel montant que tu dois mettre dans le compte de ton immeuble, puis dans le compte d'amortissement cumulé. Pour ajuster le coût puis l'amortissement cumulé au résultat des deux formules ici. Fait que ça, c'est la première chose à faire. Puis là, après ça, la deuxième chose à faire, c'est de demander, OK, mettons, avant là, cette journée-là, avant qu'on passe toute écriture, au bilan, on avait une valeur comptable de 440 000. Puis là, aujourd'hui, la juste valeur, c'est de 470 000. Fait que là, pour faire le restant de l'écriture, là, on a ajusté le coût et l'amortissement accumulé. Là, maintenant, il faut regarder c'est quoi la différence entre la valeur comptable qui est au bilan puis la nouvelle juste valeur. Fait que là, mettons, au bilan, on voit que c'est 440 000 notre valeur comptable. Puis là, c'est donné dans l'énoncé. Notre nouvelle juste valeur, c'est 470 000. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a une augmentation de valeur de 30 000. Puis ça va nous permettre de faire le restant de l'écriture. Plus 30 000. Oui, exactement. Fait que moi, j'ai commencé par le bleu puis le vert.
Puis qu'est-ce qui est en beige, dans le fond, c'est juste amener qu'est-ce que tu avais au bilan au résultat des deux formules. Fait qu'en résumé, tu fais les deux formules, puis tu amènes le coût de l'immeuble qui ne considère pas la provision vers le nouveau coût. Ensuite, tu amènes l'ancien amortissement cumulé vers le nouvel amortissement cumulé qui est le résultat de la formule. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui est en beige. Puis là, ensuite, tu te demandes, généralement, ma valeur comptable, c'était 440 000 au bilan. Puis là, la nouvelle juste valeur, c'est, mettons, 470 000. Fait que là, tu dois conclure si la valeur a augmenté ou diminué. Puis là, ensuite, une fois que tu as conclu si la valeur comptable elle doit augmenter ou diminuer pour atteindre la juste valeur, ben, tu regardes, est-ce qu'il y avait des comptes de provision pour dépréciation au bilan? Puis est-ce qu'il y avait des comptes, il y avait un solde dans le compte écart réévaluation ARG. Fait que là, on regarde le bilan. Puis là, on voit que provision pour dépréciation sur les meubles, on avait 5 000. Puis écart de réévaluation, 0. Fait que là, tu mets les deux soldes ici. Moins 5 000, ça c'était des pertes de valeur du passé. Ici, 0 $. Fait que là, tu dis, OK, normalement, quand j'ai une augmentation de valeur, ça doit aller dans écart de réévaluation. Sauf que avant d'avoir le droit de mettre des montants dans ce compte-là, il faut que j'annule le compte opposé. Fait que là, on a une augmentation de 30 000. Mais là, on avait provision pour dépréciation, que ça représente des pertes de valeur passées. Fait qu'on va premièrement annuler les pertes de valeur passées. Fait que du 30 000 d'augmentation de valeur de la valeur comptable à la nouvelle juste valeur, il y a 5 000 qui sert à annuler le 5 000 pour amener son solde à 0. Puis le restant de l'augmentation de valeur de 30 000, il s'en va complètement dans le compte écart de révélation. Ouais, c'est ça. Fait que, une fois que tu as fait cette analyse-là, tu peux terminer ton écriture. Tu sais que provision pour dépréciation, tu dois amener son solde à 0. Fait que tu devras, ici en bleu, le débiter de 5 000. Vu que c'est un compte qui est au passif, les comptes de passif, ils diminuent quand on le débite. Fait que, en le débitant, le 5 000, tu amènes son solde à 0. Pour ça, est-ce que tu me suis? Ouais. Ok, parfait. Puis là, fait que là, tu mets le montant ici pour l'écriture. Ensuite, là, on sait que tu as écart de réévaluation. Le restant du 30 000 de gain, de valeur, il va pouvoir aller dans l'écart de réévaluation du moment que le compte opposé est à 0 $. Fait que du 30 000, il y a 5 000 qui a servi à supprimer provision pour dépréciation. Fait que du moment qu'il est rendu à 0, le restant, il va pouvoir aller dans l'écart de réévaluation, qui représente l'augmentation de valeur. Fait que ça va ici, 25 000. Puis, dans le fond, provision pour dépréciation, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand tu supprimes son solde, là ici on l'a mis au débit 5 000, tu dois toujours mettre au crédit le contre-prise de valeur du même montant. Fait que ce serait ça dans le fond la deuxième écriture qui représente l'ajustement proportionnel. On a amené l'ancien coût au nouveau coût selon la première formule, l'ancien amortissement cumulé à la nouvelle amortissement cumulé selon la deuxième formule. Là, ensuite, on a fait une analyse. La valeur comptable, c'était quoi en ce moment? C'est quoi la nouvelle valeur aujourd'hui? Puis, est-ce qu'on a augmenté la valeur ou diminué la valeur? Là, ici, c'est augmenter la valeur. Puis là, il faut répartir le 30 000 entre provision de dépréciation et écart de réévaluation. Si par contre, mettons, il y avait eu au bilan 0 $, mettons le solde ici, puis 0 $, mettons ici. Exactement. Je suis content que tu aies très bien compris. Non, mais c'est un sujet qui est difficile à comprendre, honnêtement. Fait que je suis content que tu l'aies compris. Mais c'est ça. C'est dans le fond, là, quand tu fais ta deuxième étape, dans le fond, la deuxième étape est séparée en deux étapes. Tu dois calculer c'est quoi ton nouveau coût, nouvel amortissement cumulé. Ça va te permettre d'ajuster ton coût et ton amortissement cumulé dans l'écriture. Puis après ça, l'autre étape, c'est juste de savoir c'est quoi la différence entre ma valeur comptable et juste valeur. Est-ce que j'ai un gain de valeur ou perte de valeur? Puis là, c'est un gain de valeur écart de réévaluation. Puis si tu avais, mettons, eu une perte de valeur, si, mettons, ça avait été 0 $ ici, 0 $ ici, puis que la valeur comptable, c'est 440 000, puis la juste valeur, on va dire 400 000. Fait que là,
la valeur comptable, 440 000, juste valeur 400 000. Fait on aurait une perte de valeur, mettons, de 40 000. Puis on fait semblant ici que les deux soldes ici étaient à 0. Fait que dans l'écriture, on aurait mis premièrement immeuble puis amortissement cumulé, ça ne change pas. Mais on aurait mis aussi au débit dépréciation puis provision pour dépréciation de 40 000. 40 000. Ouais. Ok. Ouais, ok. J'ai compris pourquoi on prend la provision, c'est correct. Ouais. J'ai compris pour l'écart de révélation. Je pense que c'est bon. Ouais. J'ai compris l'immeuble et l'amortissement, je comprends, mais c'est vraiment juste les deux autres. Quel compte dans le fond? La révélation, ça c'est correct. Ouais. C'est provision, dépréciation, reprise de valeur, t'as dit? Ouais. Ok, parfait. Je vais. C'est quand, admettons, ça c'est correct, ça c'est pour la reprise de valeur. Admettons Ouais. que c'est le contraire. Je fais comment? Ok. Je vais faire plusieurs scénarios. Puis, dans le fond, je vais faire tous les scénarios possibles. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que si tu comprends, tu vas être capable de faire n'importe quoi à l'examen. Fait que. Ok. Ok, comme ça. Ah, tu voulais prendre des notes? Oui, tu vas m'envoyer ça après, non? Oui, puis si tu veux, même je peux mettre la vidéo sur YouTube. Fait que. Mais je vais t'envoyer le fichier après aussi. Mais ouais, je vais te laisser de 2 minutes, y a pas de problème. Plus haut ou juste. Quoi? Est-ce que tu veux que je bouge l'écran ou c'est correct comme ça? C'est correct comme ça. Ok, super. Ok, je suis prête. Ok, super. Bon, fait que là, on va faire tous les exemples possibles pour que ça soit très bien assumé. Fait que, on va supprimer ça ici. On va utiliser le même exemple. C'est juste IFRS, hein? Il n'y a pas de SPE. Pour les réévaluations, tu parles? Pour tout, on voit juste les IFRS, hein? Oui, exactement. Dans SCO 2240, oui. Ok. Fait que, on va faire plusieurs scénarios possibles. Puis, dans le fond, on va travailler sur la deuxième étape, vu que, dans le fond, la première étape, je pense que c'est ça que tu me dis que c'était correct, comme ça ici. Ok. Fait que ça, dans le fond, premièrement, au 31 décembre, avec la méthode de l'ajustement proportionnel, tu as tout le temps deux écritures à faire. La première, c'est la même écriture que celle pour le coût, c'est l'amortissement en charge, puis au crédit amortissement cumulé. Puis là, une fois que c'est fait, dans le fond, l'exercice qu'on fait en ce moment, ça se concentre juste sur la deuxième étape. La deuxième, l'ajustement. Fait que l'ajustement proportionnel, selon les scénarios. Fait que là, mettons, on va faire un scénario qui est différent ici. Puis, dans le fond, l'ajustement proportionnel, premièrement, il faut faire cette étape-là, que c'est de combien que je devrais ajuster le coût de mon IMO, puis de combien je devrais ajuster l'amortissement de mon IMO. Fait que ça, c'est un peu comme la première étape de la deuxième écriture avant de pouvoir la faire. Ça ici. Fait que là, ça c'est nouveau coût, nouvel amortissement cumulé. Fait que c'est ça qui irait au début dans l'écriture. Fait que ça, ici. Okay. Fait que là, on va faire semblant, pour tous les exemples, que le montant que tu vas mettre dans immeuble, c'est mettons. Ouais. Ça va faire
Ok, peu importe. Fait que, mettons, on a calculé qu'il fallait, mettons, mettre au débit de l'immeuble 52 000, au crédit de l'immeuble pour augmenter l'amortissement cumulé de ce montant-là. Puis là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, mettons, la différence entre la valeur comptable de mon actif de long terme, mon immeuble, mon immobilisation, puis sa juste valeur cette journée-là. Là, je vais utiliser des montants différents ici. Fait que là, mettons, on fait semblant que premier exemple, on avait 0$ de provision pour dépréciation, mais que on avait, mettons, on va dire, mettons, 25 000 ici de cumul. Admettons qu'on n'a pas de provision, puis après on calcule pas de provision. Si on a une cumule, j'ai juste ajouté qu'est-ce qu'il y a de plus dans le 25 000. Exactement. Exactement. Si dans le fond, une autre situation où, admettons qu'on a une cumule, puis on n'a pas eu de provision, mais il y a une diminution, j'ai juste baissé ça du 25 000. Est-ce que je l'ajoute ou ben non? Ok, je vais faire ton exemple, c'est un bon exemple. Fait que dans le fond, l'autre situation opposée qu'on n'a pas vue en ce moment, c'est si, mettons, on avait des cumuls dans le passé, mais dans le fond, il faut toujours que si un a un solde, l'autre est à zéro, ça c'est sûr. Fait que là maintenant, on va dire qu'il y a un solde en cumul, fait que c'est sûr que la provision est à zéro. Fait qu'on va dire que dans le passé, on avait des profits cumulés, cumul des écarts de révélation, de plus 150 000. Peu importe, ça change rien. Fait que là, mettons, on va faire semblant. Là, on va pas trop regarder les données ici, sont ici. On va faire semblant que, mettons, la valeur comptable, que c'est, mettons, le coût moins amortissement accumulé moins provision. On va faire semblant que c'est, mettons, 500 000. Puis là, finalement, la juste valeur à cette journée-là, c'est, mettons, là j'ai mis ici 150. C'est, mettons, 300 000. Fait que là, ça c'est l'exemple que tu viens de dire ici. C'est qu'est-ce qui se passe, mettons, si tu as une baisse de valeur puis que tu avais un solde dans l'écart de révélation. Fait que là, qu'est-ce qu'on constate? On va faire le petit schéma comme tantôt, ça va être clair. Fait que là, en ce moment, le solde de provision ou dépréciation de mon exemple, c'est 0$. On avait un solde de cumul des écarts de révélation de 150 000. Puis là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la valeur comptable maintenant est de 200 000 trop élevée, fait qu'il faudra la diminuer de 200 000. Fait que là, il faut répartir le 200 000 ici. Ouais, tu comprends, hein? Fait que là... Ah oui, exactement. 50 000, oui, 50 000. Mais oui, t'as très bien compris. Fait que c'est dans le fond, la logique, c'est toujours, si t'as une perte, puis que t'avais des profits dans le passé, tu veux supprimer les profits avant de toucher au compte de perte qui est provision pour dépréciation. Fait que là, ici, t'as raison, 0$. Fait que de la diminution de valeur de 200 000, il y a 150 000 qui doit servir pour éliminer les profits passés. Puis là, maintenant, il y a un 50 000 de pertes restant. Du moment qu'il est à 0, ben, ça s'en va dans l'autre compte. Fait que, au 31 décembre, ben, je veux dire, au 1er janvier, mettons, de l'exercice suivant, la provision pour dépréciation aurait un solde de 50 000. Puis ici, de 0$. Fait que, t'as très bien compris. Fait que je vais faire, mais dans le fond, je pense que t'as très bien compris, mais je peux faire, mettons, un dernier exemple qu'on n'a pas vu encore. Si, mettons... Ouais. Ouais, exact. Fait que dans le fond, là, vu que écart de révélation, dans le fond, provision, puis cumul, puis écart de révélation, excuse-moi, les deux, ça augmente au crédit. Parce que dans le fond, c'est ça. Vu que c'est comme un profit, les profits, comme les ventes, tout ça, c'est au crédit. Puis les passifs aussi augmentent les crédits. Fait que là, on sait que en ce moment, le solde, c'est 150 000 créditeurs. Puis on veut le ramener à zéro. Fait que la première chose qu'on le fait, on le met au débit. Ça va le diminuer vu que c'est un compte qui augmente au crédit. Fait que, écart révélation, il y avait un solde de 150 000 qu'on doit ramener à zéro. On a utilisé 150 000 de 200 000. Fait qu'on met premièrement 150 000 au débit pour supprimer son solde. Puis là, on sait qu'il y a un 50 000 restant qui va être comme une baisse de valeur. Fait que ça va aller dans le compte dépréciation. Ouais, mais on va utiliser
provision pour dépréciation aussi, tu vas voir. Pourquoi? Parce que dans le fond, comme tu le schémas ici, il y a un 150 000 qui a diminué le compte de profit écart de révélation. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui est ici. Puis là, selon le dessin, on voit aussi que le 50 000 restant, c'est comme une perte de valeur. Fait qu'on met dépréciation 50 000. Provision de dépréciation du même montant. Ouais. Fait que ça, dans le fond, c'est deux comptes qui doivent toujours varier du même montant dans l'écriture. Puis là aussi, tu aurais eu, mettons, immeuble, selon le résultat de la formule ici, de combien on doit l'ajuster, amortissement accumulé. Puis ça, dans le fond, c'est la première étape qu'on a vue tantôt avec les deux formules. Puis là, tu mettrais le montant ici. Puis tes débits puis tes crédits, ils devraient donner le même montant. Puis... je vais aller revoir j'ai un résumé des écritures pas loin. Écriture révélation. Ouais, c'est ça ici. Fait que mettons. Valeur comptable, là. Cadre de révélation. C'est un écart de révélation. Hein? Évidemment, en premier, avant de compiler. Ah, ok, attends, je comprends. Oui, ok. Fait que. Ok, c'est ça qu'il faut faire en premier. Je vais le mettre ici. Fait que ici. Fait que dans le fond, là, on a une perte de valeur de 200 000, puis il y avait 150 000 qui doit être. S'il y avait un écart de... Ah non, attends, ça marche pas. Attends, je sais pas s'il y a un autre élément qu'il faut mettre en contrepartie des écarts de révélation. Je pense pas. Parce que, mettons, je regarde les écritures. Mettons ici. Si, mettons, tu as une augmentation de valeur, tu mets immeuble, amortissement accumulé. Puis tu mets tout simplement écart de révélation tout seul. Ouais, non, ouais, c'est ça. Écart de révélation, c'est un compte que lui, il est tout seul. Ça, ouais, je m'en rappelle maintenant. Puis dans le fond, au contraire, de l'autre côté, quand on parle de provision pour dépréciation, lui, il est relié à deux comptes. Tu sais, mettons que tu as une perte de valeur. Le compte ben, premièrement, il faut que tu primes ton écart de révélation. Je vais donner un autre exemple tout de suite. Tu sais, mettons que on va dire que tu avais une perte de valeur de 200 000. Mettons, ta valeur comptable, c'est 500 000. Nouvelle juste valeur, 300 000. Mais par contre, si, mettons, ton compte d'écart de révélation, si, mettons, on va dire que son solde, c'était 500 000. Ben là, en ce moment, il faut toujours, avant de pouvoir comptabiliser une baisse de valeur, supprimer le profit cumulé passé. Fait que là, mettons que tu as une perte de 200 000 cette année, puis tu avais dans le compte cumul des écarts de réévaluation 500 000, ben, le 200 000 en entier servirait à diminuer ton écart de réévaluation. Fait que l'écriture, ça serait, pour diminuer l'écart de réévaluation, il faudrait le mettre au débit. Fait que tu as une perte de 200 000, puis il faut toujours que tu élimines complètement le compte de profit écart de réévaluation avant de pouvoir toucher au compte de provision pour dépréciation. Fait que là, tu avais des profits passés de 500 000 cumulés. Là, tu as une perte cette année de 200 000. Fait que l'entièreté du 200 000 va être uniquement utilisée pour diminuer les profits cumulés sans toucher à provision pour dépréciation. Fait que ce serait écart de réévaluation, l'entièreté de la perte de 200 000. Puis là, tu aurais, mettons, amortissement cumulé au débit. Puis au crédit, mettons, le coût de l'immeuble. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que si, mettons, tu as une perte, puis que tu avais un solde dans ton compte écart de réévaluation, on veut toujours éliminer complètement le compte écart de réévaluation, cumul des écarts de réévaluation, avant de toucher au compte de provision pour dépréciation. Fait que là, vu que ici, 200 000, c'est plus petit que 500 000, on ne l'a pas complètement éliminé, le solde du compte cumul des écarts de réévaluation. Fait que on ne pourrait pas mettre dans l'écriture dépréciation puis provision pour dépréciation tant que le solde opposé, ici c'est profit cumul, il est supérieur à 0, on ne va pas toucher
à dépréciation puis provision pour dépréciation, même si on a fait une perte cette année. Parce que la perte cette année est plus petite que tous les profits cumulés du passé. Fait qu'on fait tout simplement diminuer le solde des profits cumulés du passé. Fait qu'on diminue les profits cumulés du passé de 200 000 la perte. Puis là, ben, puis ça, dans le fond, les deux écritures ici, amortissement cumulé, puis immeuble. Ça, c'est selon qu'est-ce qu'on a vu ici tantôt, le résultat des deux formules. Fait que ce serait ça un peu ton écriture. Ouais. Mais, attends, pose-moi des questions. Je suis sûr que je peux t'aider à comprendre. C'est sûr que, dans le fond, tu as plusieurs scénarios possibles, mais dans tous les scénarios, tu dois toujours t'assurer d'éliminer le compte opposé avant de, mettons, comptabiliser dans l'autre compte. Puisque, comme par exemple, on avait fait quelque chose après. Ouais. Il y avait les scénarios. Mais comme il y avait la reprise de valeur, ça. Ok, parfait. Fait qu'on va faire un exemple avec. Ouais. Dans le fond. Ok, ouais. C'est sûr, pour vrai, c'est difficile à saisir. Mais dans le fond, qu'est-ce qui est difficile à saisir, c'est de pas oublier la règle qui est par rapport. Il y a aussi les pertes découlant de la réévaluation, les provisions pour la perte, les écarts de réévaluation, profits découlant de la perte, découlant de la réévaluation. Je fais l'écriture, puis comme. Ouais. Ok. Fait que pour la reprise de valeur, je donne un exemple rapide. Mettons que tu avais provision pour dépréciation dans le passé, que son solde, c'était, mettons, de 5 000. Comme qu'on voit ici au bilan 5 000. Fait que, mettons, c'est 5 000. Puis là, on se rappelle. Si un des comptes a un solde qui n'est pas 0, l'autre, il doit être à 0, c'est sûr. Fait que, cumul, écart de réévaluation. Ça, c'est le compte des profits passés, des pertes passées. Fait que là, mettons, ça, dans le passé, tu avais ça au bilan. Puis là, mettons, tu regardes, mettons, aujourd'hui, 31 décembre 2004, mettons, tu as une valeur comptable sur ton immeuble, on va dire, mettons, de 100 000. Puis là, maintenant, la nouvelle juste valeur, c'est de 110 000. Ah, ça veut dire que ta valeur, maintenant, sur ton immeuble a augmenté de plus 10 000. Fait que là, qu'est-ce qui se passerait? Premièrement, il faut que tu supprimes les pertes passées avant d'aller dans les profits de cumul, de écart de réévaluation. Fait que du 10 000 de profit, il y a 5 000 qui vient supprimer les pertes passées. Fait que l'écriture pour ça, qu'est-ce qu'on ferait? Provision pour dépréciation, c'est un compte de passif qui diminue au passif. Fait que pour supprimer son solde, on le mettrait au débit. Fait que provision dépréciation au débit de 5 000. Puis, on se rappelle, quand ici, on débite provision ou dépréciation, on doit toujours mettre au crédit du même montant le compte reprise de valeur. Parce que là, c'est ça dans le fond la situation. On avait des pertes cumulées de 5 000. On a augmenté la valeur de 10 000. Fait qu'on a une reprise de valeur. Ce 5 000-là de valeur qui était perdu, il est repris. Reprise de valeur. Puis ça, dans le fond, qu'est-ce que j'ai mis ici? Provision dépréciation, puis au crédit, reprise de valeur de 5 000. Ça représente juste le fait que du 10 000 d'augmentation de valeur, on commence par supprimer les pertes de passé, on comptabilise la reprise de valeur. Puis là, la deuxième étape qu'on se demande, là, du 10 000 de profit, il reste un autre 5 000. Fait que le 5 000 restant, lui, il va pouvoir aller directement dans le compte écart de réévaluation. Fait que ça, puis là aussi, tu aurais aussi, mettons, au débit ou au crédit, mettons, le coût de l'immeuble, puis son amortissement cumulé, que ça, dans le fond, c'est l'étape numéro 1 des deux formules qu'on avait vu tantôt. Fait que ça, dans le fond, cette étape-là, c'est la plus facile tout le temps à faire. C'est plus le restant qui est difficile. Fait que là, ça ici. Fait que là, ça, ce serait les écritures dans cette situation-là. Je vais la mettre ici. Okay. Ça, ce serait les écritures dans le cas que tu avais une provision dans le passé. Puis là, tu as une augmentation qui est plus grande que ta provision. Mais tu as une partie de ton gain de valeur qui va supprimer la provision. Fait que ça va être, pour supprimer la provision, ça va être au débit.
Puis au crédit, tu mets du même montant reprise de valeur. Fait que ça serait ça ici. Puis là, le 5000 restant d'augmentation de valeur. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est la situation, une des deux situations que tu m'avais demandé. Puis l'autre situation qui serait possible, c'était, ah oui, dépréciation puis provision de dépréciation. Fait que si, mettons, on avait des pertes dans le passé de 5000, puis là, juste valeur. On va dire, mettons, 75 000. Fait que là, la valeur, elle doit diminuer de 25 000. Fait que là, maintenant, une fois que tu sais la différence entre la valeur comptable et juste valeur, il faut que tu répartisses ça entre les deux comptes. Il faut toujours que tu élimines les profits en premier. Fait que là, tu regardes, là, j'ai une perte de valeur de 25 000. Puis dans le passé, j'ai aucun profit cumulé. Fait que là, c'est pas de problème. Il est déjà à 0. Fait que je peux aller directement mettre ça dans le compte de perte, vu que lui est à 0. Mais si, mettons, lui avait eu un solde, on l'aurait débité pour supprimer son solde qu'il y avait. Puis le reste de la perte, on l'aurait mis directement. On aurait. Mettons qu'ici, on est à 0. Fait que là, le 25 000 s'en va directement en perte. Fait que c'est quoi l'écriture? Dépréciation. On met l'entièreté du 25 000 parce qu'on n'est pas obligé. Il n'y a aucun solde de profit à supprimer. Fait que 25 000. Puis quand on met dépréciation, le compte qui va toujours au crédit, c'est provision de dépréciation. Fait que ça serait du même montant. Puis là, tu aurais, mettons, encore une fois, soit débité ou crédité immeuble, le coût, puis l'amortissement accumulé. Que ça, c'est l'étape numéro 1. Fait que ça, dans le fond, ce serait l'écriture dans, si, mettons, tu as une perte de valeur, mais que tu n'avais aucun profit dans le passé. Vu que tu n'as aucun profit dans le passé, tu n'as pas besoin de supprimer les profits passés. Tu peux aller directement mettre ça en dépréciation, provision pour dépréciation. Fait que c'est pas mal ça, dans le fond, les écritures à maîtriser. Puis si, mettons, je pense que tu as bien compris, mais mettons, s'il y avait eu un solde ici, mettons, de 15 000, mettons, ça veut dire que l'autre barre, ça aurait été 0. Parce que s'il y a un solde, un bar, l'autre barre, c'est 0. Fait que, mettons, il y aurait eu des profits cumulés dans le passé de 15 000. Ben là, tu as fait une perte de 25 000. Fait qu'en premier, tu supprimes les profits, cumules l'écart de révaluation. Que dans le fond, comment que tu vas l'ajouter, c'est à travers le compte qui s'appelle écart de révaluation. Pour supprimer ça, tu vas le mettre au débit. Fait que écart révaluation, tu mettrais le 15 000, fait que ça ferait baisser le solde à 0$. Puis le restant du 25 000 de perte, ça irait dans... ici, ça serait 15 000 pour supprimer les profits passés. Puis le restant de la perte de 25 000, vu que maintenant il est à 0$, ton compte de profit cumulé, cumule l'écart de révaluation, tu aurais dépréciation, provision pour dépréciation du restant de la perte, fait que 10 000, 10 000. Fait que ça, c'est tous les scénarios possibles qui peuvent exister. Puis, ouais. Fait que dans le fond, qu'est-ce que tu dois savoir, c'est que quand, mettons, tu comptabilises une dépréciation, tu auras toujours au crédit provision pour dépréciation du même montant. Puis si tu dois diminuer provision pour dépréciation, tu dois mettre au crédit du même montant reprise de valeur. Fait que ça, c'est dans le fond, ça va être juste de le pratiquer une couple de fois pour t'en rappeler. Que tu as l'air d'avoir compris la logique derrière tout ça. Fait que c'est juste de maîtriser, dans le fond, ces écritures-là. C'est plus pour provision de dépréciation que c'est... il faut la pratique parce qu'il est toujours rattaché soit à dépréciation ou à reprise de valeur. Est-ce que écart de réévaluation, c'est la même chose que profil découlant de la réévaluation? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pareil parce que du moment que tu le mets au crédit, quand tu mets écart de réévaluation au crédit, c'est un profit. Fait que ce serait un synonyme. Ouais. Puis, ouais. Fait que dans le fond, c'était pour la réévaluation, on a pas mal tout vu. C'est un sujet qui est complexe, mais c'est ça. On a pas mal tout vu. Fait que. Ouais. Parfait. C'est ça qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Parce que tu sais, dans le fond, en ce moment, on regarde c'est quoi un immeuble, mettons. Et évaluer
réévaluation juste valeur. Puis un immeuble, c'est amortissable. Fait que là, la première étape, c'est ça. Mais, ouais. Mais j'ai oublié de te montrer quelque chose, par contre. Oui, exactement. Ouais. Fait que là, si, mettons, on fait la méthode de la réévaluation, mais pour un terrain, on aura même pas la première écriture d'amortissement, crédit amortissement cumulé, parce que c'est pas amortissable, on ferait juste la deuxième écriture. Puis, pour les terrains, c'est encore plus facile que les immeubles pour la méthode. Qu'est-ce qu'on ferait pour un terrain? La seule chose que tu as à faire, c'est de regarder c'est quoi la valeur comptable de mon terrain aujourd'hui. Fait que là, on s'en va au bilan. On a un terrain que son coût, c'est 240 000. Aucun amortissement cumulé, c'est normal, c'est pas amortissable. Aucune provision. Puis on se rappelle, la valeur comptable, c'est coût moins amortissement cumulé moins provision de dépréciation. Fait que 240 000 moins 0 moins 0. On a une valeur comptable de 240 000 en ce moment. Puis là, qu'est-ce que l'énoncé nous dit? C'est que maintenant, la nouvelle juste valeur au 31 décembre 2004 sur le terrain, c'est 242 000. Fait que là, nouvelle juste valeur, 242 000. Fait que là, en ce moment, on fait juste... Dans le fond, on n'a même pas besoin de faire cette écriture-là. La première étape de la deuxième écriture qu'on faisait les deux formules. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est la deuxième partie qu'on faisait ici, le graphique qu'on se demandait si on était en situation d'augmentation de valeur ou de baisse de valeur. Fait que, quand tu as un terrain, au 31 décembre, tu regardes c'est quoi sa valeur comptable, c'est-à-dire son coût. Tu regardes c'est quoi la juste valeur selon l'énoncé. Puis là, tu te demandes, est-ce que sa valeur a augmenté ou diminué? Là, ici, elle a augmenté de 2000. Fait que la seule écriture qu'on ferait au 31 décembre 2004 pour une immobilisation qui n'est pas amortissable, c'est-à-dire un terrain, qui est évalué selon la méthode réévaluation à l'ajustement proportionnel, bien, premièrement, on voit que sa valeur comptable est 240 000, doit passer à 242 000. Fait que pour faire augmenter sa valeur comptable, son coût, on met terrain au débit 2000. Puis, après ça, il faut se demander, en faisant le dessin comme ça, tu mets à droite le cumul des écarts de réévaluation, tu mets à gauche les provisions, puis ça, tu as juste à aller voir au bilan. Fait que, mettons, provision, on n'avait aucune. Ah, cumul des écarts de réévaluation, on avait 30 000. Fait que, ici, 0. Ici, on avait un solde de 30 000. Puis là, on vient de faire un profit de plus 2 000. Oui, exactement, parce qu'on n'a aucune provision à supprimer. On peut y aller directement dans le cumul, fait qu'on met juste écart de réévaluation 2 000. Mais si, mettons, on avait une provision de 1 000 $, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ben, on aurait supprimé la provision, puis on aurait mis le restant du profit de 1 000 $ dans écart de réévaluation 1 000 $. Ouais. Ok, super. Je suis content. Puis, est-ce que tu serais prête pour qu'on passe, mettons, aux subventions? Ok, super. Fait que pour les subventions, nous, je pense que. Je me rappelle même pas. Moi, je me rappelle que j'ai fait l'examen avec Joël 2240, 3240, puis je pense qu'il n'y avait même pas de dépréciation comme modèle du coût comme ça. Là. Mais. Ouais. Mais c'est bon de le savoir quand même. La valeur recouvrable, c'est la valeur que tu peux récupérer de ton actif. Puis dans le fond, si je ne me trompe pas, dans le fond, la valeur recouvrable, ça revient à dire c'est le plus élevé entre la valeur d'utilité et la valeur nette de réalisation. Dans le fond, c'est quoi la plus grande valeur que je pourrais obtenir avec mon actif à partir de maintenant? Mettons, il y a un employé, mettons, qui fait un prix sa machine. Là, tu te dis, c'est quoi la valeur recouvrable? C'est-à-dire la valeur la plus élevée que je pourrais avoir avec cet actif-là. Fait que là, tu regardes c'est quoi la valeur d'utilité. Si je continue à l'utiliser, c'est quoi la valeur que ça va m'apporter? Ben là, mettons qu'il est brisé, ça serait 0 $. Puis là, après ça, tu regardes la deuxième chose que tu dois regarder, la valeur nette de réalisation. Ouais. Mais dans le fond, la valeur recouvrable, c'est la valeur nette de réalisation quand il est plus élevé que la valeur d'utilité. Faut que tu prennes le plus élevé des deux. Là, j'avais marqué en parenthèse valeur recouvrable. Mais c'est ça. C'est souvent la valeur nette de réalisation qui va être le plus élevé.
Ouais, ouais. Ok, je pense qu'on est prêt pour les subventions. Ok, super. Je suis désolée, c'est de ma faute là. Ok, fait que dans le fond, les subventions, t'as des subventions qui peuvent être, mettons, juste pour aider une entreprise. Puis t'as aussi, mettons, des subventions qui pourraient être pour aider une entreprise à acheter une immobilisation corporelle. Fait que ça, je pense que Joël, il vous avait montré ça. Dans le fond, une subvention pour acheter une immobilisation. Ou, Ouais. ouais, ok. Dans le fond, il nous a expliqué la subvention, puis qu'on doit retourner la subvention parce qu'on n'a pas Ouais, les conditions. Ouais, exactement. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a deux situations qui sont possibles avec les subventions. T'as les subventions qui proviennent du gouvernement que dans le fond, si le gouvernement il donne une subvention pour acheter une immobilisation corporelle, un équipement, une bâtisse, tout ça, c'est le scénario numéro un pour acheter un IMO. Ouais, un actif exactement, un IMO. Fait que ça, c'est la situation numéro un. Puis la situation numéro 2, c'est soit juste pour l'aider ou diminuer ses coûts, etc. Puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si, mettons, c'est une subvention qui est pour acheter une immobilisation corporelle, tu auras deux méthodes possibles pour comptabiliser la subvention. On appelle ça l'approche selon le bilan. Ça, c'est la première. Dans le fond, c'est une décision que tu prends. Tu peux soit décider si ta subvention est dans le but d'acheter une immobilisation corporelle, tu as deux possibilités. La comptabilisation selon l'approche bilan ou selon l'approche résultat. Puis je vais te montrer les écritures comptables qui sont différentes selon les deux. Puis, si mettons, tu reçois une immobilisation corporelle qui est pour n'importe quelle raison, sauf acheter une immobilisation, tu es obligé d'y aller avec l'approche résultat. Fait que, si ta subvention c'est pour acheter une immobilisation, tu auras deux méthodes possibles pour les écritures. Puis si c'est pour n'importe quelle autre raison que pour acheter une immobilisation, tu seras obligé d'y aller avec l'approche résultat. Fait que je vais montrer les deux approches, c'est quoi la différence dans les écritures. Fait que pour une immobilisation corporelle, tu as deux choix. Tu peux y aller avec l'approche bilan ou l'approche résultat. Fait que l'approche bilan, c'est quoi? C'est mettre le montant de la subvention dans le coût de l'immobilisation. Fait que je vais montrer. Ouais, ici. Équipement. Ouais, ok. Fait que, si, mettons, tu veux acheter une bâtisse, que son coût, c'est, mettons, de 500 000. Puis là, le gouvernement, il dit, je vais te donner une subvention pour t'aider à acheter cette bâtisse-là. Puis là, vu que c'est une subvention pour t'acheter une immobilisation, tu auras l'approche bilan ou l'approche résultat. Puis l'approche résultat, c'est quoi? Si, mettons, la subvention, c'est de 100 000, avec l'approche bilan, excuse-moi, avec l'approche du bilan, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait diminuer le coût qu'on va comptabiliser dans le compte de bâtisse. Fait que là, mettons, le jour que tu vas acheter, mettons, ta bâtisse, mettons, tu la payes 500 000 la bâtisse. Fait que, mettons, tu l'achètes au 1er janvier 2001. Tu achètes la bâtisse, fait que, mettons, bâtisse au débit de 500 000 son coût. Puis là, tu payes 500 000, fait crédit caisse 500 000. Puis là, une semaine plus tard, mettons, si on le fait en deux écritures, mettons, une semaine plus tard, le gouvernement, il t'envoie 100 000 de subvention, puis il dit que c'est pour t'aider avec le coût que tu as payé pour ta bâtisse. Fait que si tu comptabilises selon l'approche bilan, qu'est-ce qui va se passer? La deuxième écriture ici, mettons, on va dire au 15 janvier, tu reçois la subvention. Avec l'approche bilan, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va faire diminuer le coût de la bâtisse.
Fait qu'est-ce qu'on fait? Mettons, on reçoit 100 000. Ben, débit caisse 100 000, on a reçu de l'argent. Puis, au crédit, on va faire diminuer la valeur de la bâtisse, notre actif, en le créditant du même montant. Fait que ça, c'est l'approche bilan. L'approche bilan, c'est de diminuer le coût de l'immobilisation qui a été acquis du montant de la subvention. Une subvention de 100 000. Fait que ça serait ça. Puis après ça, qu'est-ce qui va se passer avec l'approche bilan? À chaque 31 décembre, tu auras juste une écriture à faire. Ça sera amortissement. Ouais, exactement. Amortissement, amortissement accumulé. L'amortissement, on le calcule sur lequel et Ouais, c'est une très bonne question. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est bon que tu poses la question parce que ça montre que tu comprends. Dans le fond, tu vas le calculer sur la nouvelle valeur comptable. Tu sais, parce que là, au départ, tu avais une valeur comptable de 500 000. Puis là, la subvention, si tu choisis l'approche du bilan, tu dois diminuer ta valeur comptable, c'est-à-dire le coût de 100 000. Fait que ta nouvelle valeur comptable, c'est, mettons, 400 000. Fait que ça serait l'amortissement calculé selon la nouvelle valeur comptable. Fait que mettons c'est n égale 4, tu vas l'utiliser 4 ans. Tu n'as pas de valeur résiduelle. Fait que là, qu'est-ce que tu ferais? Mettons amortissement linéaire. Tu ferais la valeur comptable divisée par le nombre d'années qui reste. Fait que là, ça serait, mettons, 100 000 ici, 100 000 ici. Valeur comptable moins valeur résiduelle divisée par le nombre d'années qui reste, ça donne l'amortissement. Fait que ça, c'est l'approche bilan. Dans le fond, c'est que la seule chose que tu dois retenir, c'est que avec l'approche bilan, tu fais diminuer le coût de l'IMO, puis tu encaisses de l'argent. Puis au 31 décembre, tu fais juste comptabiliser l'amortissement sur la nouvelle valeur comptable. Parce que si, mettons, tu choisis l'approche bilan, tu dois créditer ton IMO. Fait que tu fais baisser la valeur comptable, puis tu vas comptabiliser à chaque 31 décembre, mais au premier 31 décembre qui suit, avec la nouvelle valeur comptable. Ça ne serait pas avec le 500 000 de départ. Puis l'approche résultat, c'est quoi la différence? C'est qu'on ne va pas mettre la subvention dans le coût. Fait que, mettons, encore une fois, 1er janvier 2001, avec les mêmes données, je vais faire l'approche résultat ici. OK, fait que approche résultat, oups. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, approche résultat pour une immobilisation. Mais dans le fond, approche résultat, c'est pareil que ce soit pour un IMO ou non. C'est approche résultat ou approche bilan. Fait que approche résultat, comment on comptabilise ça? Ben là, premièrement, on avait acheté un IMO à 500 000 au 1er janvier 2001. Fait qu'on a crédité la caisse, on a débité l'IMO, la bâtisse. Puis, dans le fond, l'approche que tu vas choisir, ça va modifier l'autre écriture d'après, si tu le fais en deux écritures. Parce que ça serait possible, mettons, de faire... si, mettons, tu as reçu la subvention le même jour que tu aurais acheté la bâtisse, tu aurais pu faire une seule écriture, que ça aurait été, mettons, débit bâtisse, ouais, exactement, 400 000, puis c'est ça. Crédit caisse, 400 000. Mais je vais faire en deux écritures, je trouve que c'est plus simple. Fait que, mettons, 1er janvier, tu l'as acheté, puis là, le 15 janvier 2001, tu reçois la subvention, puis que, vu que c'est une subvention pour un IMO, tu as le choix entre l'approche bilan ou résultat, mais tu as décidé l'approche résultat. Fait que c'est ton choix. Fait que l'écriture qu'on ferait le jour que tu reçois la subvention avec l'approche résultat, on ne touche pas au compte de l'actif de l'IMO. On va recevoir l'argent, ça c'est pareil, on va débiter la caisse. Fait que c'est 100 000 de subvention. Puis, au lieu de diminuer le coût de l'IMO, on va mettre un compte qui s'appelle aide gouvernementale différée ou subvention. Ou produit différé. Ça dépend des circonstances, mais en règle générale, on met ça dans le compte aide gouvernementale différée. Je sais pas, vous, quel compte que Joël il vous avait présenté dans le cours. Je pense que j'ai un exercice de Joël ici. Ah, ok. Ouais. Ben, ça peut être subvention. Moi, je viens de faire... j'ai fait 62-40, puis les deux, c'était autorisé. C'est subvention ou aide... Fait que... quoi, Sius? Non, bientôt, ouais. Ouais, ça s'en vient, ouais. Il me reste encore quelques cours. Ouais. Ouais, exactement. Fait que, mettons, en 22-40, si Joël, ou dans le livre, s'il vous montre subvention, on va mettre subvention. Ouais.
subvention. Fait que dans le fond, ça, c'est si tu choisis l'approche résultat, au lieu de mettre au crédit l'immobilisation, au lieu de diminuer la valeur comptable de l'immobilisation, tu vas comptabiliser ça dans un nouveau compte que c'est subvention ou aide gouvernementale différée, puis que ça, c'est un passif. Fait que 100 000. Puis, fait que ça, c'est la première différence entre les deux approches. C'est que tu comptabilises la subvention dans un compte qui est séparé, qui est un passif, au lieu de créditer ton actif, ton IMO. Puis, aussi, au 31 décembre de chaque année, au lieu d'avoir une seule écriture, tu auras deux écritures. Tu auras... Ouais, exactement. Fait que tu auras premièrement l'amortissement. Puis là, ça revient à la question que tu m'as posée tantôt. Là, vu que on a exclu la subvention du coût de la valeur comptable de l'IMO, on va calculer l'amortissement sur le 500 000 et non 400 000. Fait que mettons encore une fois, aucune valeur résiduelle, 4 années d'utilisation, puis amortissement linéaire. Fait que ça serait le coût de 500 000 moins valeur résiduelle 0. On n'a pas de valeur résiduelle. Divisé par 4 ans, ça ferait 125 000. Fait que 125 000. Puis, tu as une deuxième écriture si tu choisis d'y aller avec résultat. Oui, exactement. C'est ça l'affaire. Si tu choisis l'approche résultat, c'est plus de travail parce qu'à chaque 31 décembre, tu as deux écritures à faire au lieu d'une seule. Fait que c'est ça l'affaire qui est... vu que c'est un passif, là, à chaque 31 décembre, tu vas mettre ça au débit. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas amortir la subvention à la même vitesse que tu amortis ton immobilisation. Fait que si ton immobilisation a une durée de vie utile de 4 ans, ça veut dire que ton immobilisation va être amortie sur 4 ans, puis que ça veut dire que ta subvention va être également amortie sur 4 ans. Fait que là, mettons, ta subvention de départ, c'est 100 000, puis elle doit être amortie sur 4 ans, tout comme l'immobilisation. Fait qu'à chaque année, tu devras... OK. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ta subvention totale initiale, c'est 100 000. Puis là, si, mettons, la subvention est reliée à une immobilisation, tu dois l'amortir à la même vitesse que l'immobilisation. Fait que là, elle doit être amortie sur 4 ans. Fait que 100 000 divisé par 4, ça veut dire, à chaque 31 décembre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas diminuer ta subvention qui est un passif ou aide gouvernementale différée en le mettant au débit. Subvention. Fait que c'est 100 000 divisé par 4 ans pour l'amortir à la même vitesse que les mots. Fait que ça serait 25 000 au débit. Diminuer ton passif, ton aide gouvernementale différée. Puis au crédit, produit de subvention ou... il y a plusieurs synonymes. C'est toujours mieux d'y aller avec celui dans le livre, mais de ce que je vois, ça l'a changé avec l'ancienne version. Fait que... Mais c'est sûr que ça va être un produit. Ça se peut qu'ils appellent ça différemment, mais ça va être un produit de subvention du même montant. Ouais. Moi, en tout cas, quand j'ai fait le cours, c'était produit de subvention. Puis ça arrive aussi, ben en tout cas, je sais pas, Joël avec les exercices qu'il vous a montré, mais là, comme ici, je montre l'approche résultat. Mettons, le 1er janvier, t'as acheté ton équipement, fait que tu as crédité caisse, au débit, c'est le montant que tu as payé. Puis là, le 15 mars, tu as reçu la subvention pour cette immobilisation-là. Puis là, l'entreprise, elle a choisi l'approche résultat. Fait qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de mettre au crédit l'équipement, elle a comptabilisé ça dans un compte de passif, que ce compte-là, ça peut être soit, mettons, produit différé, subvention, aide gouvernementale différée. Puis, c'est des synonymes, moi j'irais juste avec celui que, mettons, Joël utilise, juste pour... je sais pas, c'est toujours mieux d'y aller avec celui qui vous montre. Mais c'est des synonymes, dans le fond. Fait que ça, dans le fond, c'est l'approche résultat, puis l'approche bilan. C'est, dans le fond, c'était pas mal juste ça, la différence, c'est que l'approche bilan est juste possible si tu as un IMO. Si c'est pour acheter, tu reçois une subvention pour acheter un IMO, tu as le choix soit de choisir l'approche bilan ou l'approche résultat. Moi, je choisirais l'approche bilan si tu as le choix parce que c'est moins de travail. À chaque 31 décembre, tu as juste une écriture à faire. Puis avec l'approche résultat, si mettons, tu reçois une subvention que c'est pour d'autres raisons qu'acheter une immobilisation, tu vas être obligé, c'est avec l'approche résultat, de y aller, de le mettre en passif. Mais si c'est pour acheter un IMO, ben,
tu peux toujours prendre le choix d'y aller avec l'approche résultat si tu voudrais. Puis ce sera les mêmes écritures. L'approche résultat pour acheter un immeuble, puis ou pour d'autres raisons, ça va être les mêmes écritures. C'est juste que le nom qui va changer au lieu de subvention, ça va être comme salaire, assistance, Oui, exactement. C'est ça. Si, mettons, tu reçois une aide gouvernementale pour diminuer tes coûts, mettons, des salaires, mettons, ben tu mettrais à chaque 31 décembre au crédit la charge de salaire, mais mettons, tu reçois une subvention de 100 000, puis mettons, c'est pour 5 ans, mettons. Puis là, ben, ça serait pour, mettons, diminuer le salaire. Tu as reçu ça, mettons, d'un seul coup au début. Ben, à chaque 31 décembre, tu mettrais charge ou salaire de le montant de la subvention divisé sur le nombre d'années sur lequel elle doit être amortie. Ok, so no matter what, peu importe, pour l'approche de résultat, de vraiment amortir la subvention. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Dans le fond, à chaque 31 décembre, quand tu amortis la subvention, c'est sûr que tu vas la mettre au débit en passif. Puis si, mettons, le montant que tu vas mettre au crédit, ça va dépendre de la raison de la subvention. Tu sais, mettons, tu reçois une subvention, mais c'est juste pour t'aider. C'est pas pour diminuer tes coûts, c'est juste pour t'aider. Là, ça serait produit. Mais si, mettons, la raison pour laquelle le gouvernement t'a donné une subvention, il dit je donne une subvention de 100 000, mais c'est pour t'aider à diminuer tes charges de salaire. Mais là, au lieu de mettre crédit produit, on mettrait crédit salaire ou crédit charge. Fait que ça va être salaire ou produit. Dans le fond, ça va être un compte de charge ou de produit. C'est juste ça. Fait que, parfait. T'as pas de questions pour ça pour l'instant? Ok, super. Fait que est-ce que tu aimerais qu'on voit un exercice pour subvention ou tu aimerais mieux qu'on aille directement pour les échanges? Ouais, mais dans le fond, la subvention, c'est pas fini. Parce qu'ils avaient fait une solution où Ouais. après ça, justement, ils avaient pas. Ah, ok. Il y avait comme brisé la contrainte qui permettait d'avoir la subvention, c'est ça? C'est là que j'ai perdu dans le fond, ce bout-là. Ok, parfait. Parce que je pense que tu dois recalculer les amortissements parce que bref. Ouais, c'est un peu de travail si la condition est brisée. Ok. Je vais faire un exemple. Si, mettons, la condition est brisée, qu'est-ce qui se passerait? À moins que. Attends, ça, c'en est peut-être un exemple. Acheter l'équipement. Non, ici, c'est l'approche résultat. Ok. Fait qu'on va commencer par l'approche résultat. Fait que là, mettons que tu avais reçu de l'argent pour acheter une immobilisation corporelle. Fait qu'il y a un équipement. Puis tu as décidé d'aller avec l'approche résultat. Fait qu'au lieu de créditer ton compte d'IMO, tu as crédité un compte de passif qui est ses subventions, produits différés ou aide gouvernementale différée. Puis là, 2 ans plus tard, là, on est le 1er janvier 2003. Là, si tu brises, mettons, la condition, puis que selon l'énoncé, tu avais reçu une subvention de 150 000, puis le gouvernement, il dit, si tu brises la condition que j'ai décidé pour que tu aies droit à ce 150 000-là, la société n'a pas pu remplir la condition. Ouais, c'est ça. Fait que le gouvernement, il va pas nécessairement te demander de rembourser le 100% de la subvention. Ça se peut qu'il demande de te rembourser juste une partie. Puis dans cet exemple-là, il demande juste de rembourser 90 000 du 150 000. Fait que là, le 1er janvier 2003, tu as brisé la condition qui te donnait droit à cette subvention-là. Puis le gouvernement, il dit, rembourse-moi pas le 150 000, c'est correct, rembourse-moi juste 90 000. Fait que premièrement, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu crédites la caisse du montant que tu dois payer au gouvernement pour te faire rembourser. Puis là, avec l'approche résultat, ici, vu que le 90 000, tu n'as plus le droit à ce montant-là, tu dois débiter ton compte de subvention, aide gouvernementale différée ou produit différé du montant que finalement tu n'auras pas le droit.